tout le monde et bienvenue à ce 14e épisode de Science, Pseudosciences et Scepticisme. Aujourd'hui, on termine notre voyage dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Pour être honnête, j'ai encore tellement de matériel à vous présenter qu'au début, je pensais devoir couper cet épisode en deux. Mais au bout du compte, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai hâte de revenir à des sujets plus classiques de pseudosciences et j'ai donc éliminé ce qui était moins important. Mais vous allez voir, le menu reste très chargé. Premièrement, je vais revenir sur certains aspects philosophiques de la crypto-monnaie, en réponse aux critiques de mon dernier épisode. En deuxième partie, nous couvrirons ce qui s'est passé avec Bitcoin et les crypto-monnaies depuis ce même dernier épisode. Cela inclut le crash des 15 et 16 janvier où le prix du Bitcoin a perdu 45% de sa valeur, sa continuelle descente depuis, la Chine qui a forcé la fermeture de ses mineurs, la Corée du Sud qui songe à interdire l'utilisation de crypto-monnaies comme outil d'investissement, un échange japonais qui s'est fait voler plus de 530 millions de dollars en crypto-monnaies par des hackers, Stripe.com qui a décidé de ne plus supporter Bitcoin, la liquidation de BitConnect et Visa qui a annulé une grande partie de ses cartes de crédit utilisant la crypto-monnaie. Il n'y a pas à dire, toute une stabilité. Troisièmement, nous allons voir quelques utilisations proposées pour la blockchain que j'ai trouvées ici et là. Nous verrons en quoi elles sont le reflet d'une philosophie libertarienne, en plus de montrer un bon brin de sexisme. Quatrièmement, nous allons discuter des monnaies alternatives, les altcoins, expliquer ce qu'est un ICO et pourquoi il faut les éviter, et décrire des technologies alternatives au Bitcoin, c'est-à-dire le réseau Ethereum, sa monnaie et ses contrats intelligents, et le Lightning Network. Finalement, nous allons terminer le tout en discutant des fraudes les plus importantes dans le monde de la crypto-monnaie, le hack du DAO Ethereum, le kill-on contract d'Ethereum, la fermeture de BitConnect, Mt. Gox et bien sûr le hack de Bitfinex qui a mené à la création des Tethers, un des meilleurs exemples de manipulation de marché de l'histoire. Attachez-vous donc à vos tucs, comme on dit par ici, et en avant! J'aimerais commencer tout ça en revenant sur certains aspects philosophiques de la crypto-monnaie et des critiques qui m'ont été adressées par des crypto-enthousiastes suite à mon dernier épisode. Dans les différents épisodes de ce podcast, j'ai beaucoup parlé de vrais croyants, ceux qui croient dur comme fer à un phénomène sans aucune preuve, et souvent même en présence de preuves contraires. Les vrais partisans des crypto-monnaies, ceux qui pensent qu'elles vont changer le monde, en sont des exemples parfaits. Vous n'avez qu'à regarder les critiques que j'ai reçues et que je m'attendais à avoir, pour être honnête, sur ma page Facebook. Aucune d'entre elles ne s'est attaquée à la base de mes arguments et aux problèmes techniques que j'ai soulevés. Non, tout cela a été mis de côté pour se concentrer sur des arguments philosophiques fallacieux et des attaques personnelles. J'ai été accusé d'être quelqu'un qui ne connaît rien à la technologie, alors que j'ai appris à programmer à 16 ans sur mon Commodore 64. J'ai un diplôme d'études collégiales, un baccalauréat en informatique, ça c'est l'équivalent d'un bac 3 ou bac 4 en France, je pense, et une maîtrise en sciences informatiques. Et je travaille professionnellement depuis plus de 22 ans en programmation et en infrastructure technologique. Ou simplement, on a dit que j'étais frustré d'avoir raté le bateau. Désolé, j'ai vécu la bulle technologique de 2000 à 2001 dans une compagnie de télécommunications qui a été frappée de plein fouet et je sais très bien à quoi une bulle ressemble. Et franchement, si j'avais été simplement frustré, il y aurait eu bien d'autres moyens de me défouler que de me taper un travail de recherche de 3-4 semaines et la rédaction d'un long texte. Certains m'ont dit qu'il y avait de l'argent à faire avec la crypto-monnaie et qu'eux-mêmes en étaient des exemples. Bravo pour eux, et c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui a acheté des bitcoins dans le bon temps d'avoir fait un bon coup d'argent. Mais mon exposé ne s'adresse pas à eux, il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas les crypto-monnaies et se demandent s'ils doivent y investir aujourd'hui. La réponse est non, il est simplement trop tard. Aujourd'hui, le cours du bitcoin est d'environ 7 500 $ après avoir atteint un sommet de 19 000 $ en décembre 2017. Imaginez les nouveaux investisseurs qui sont entrés sur le marché à ce moment-là et qui ont vu leurs avoirs fondre d'environ 65% en moins d'un mois. J'ai lu des exemples de gens qui ont mis toutes leurs économies là-dedans et d'autres qui ont même fait des emprunts pour investir. Évidemment, vous me direz qu'ils n'auraient pas dû s'embarquer dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas et vous avez absolument raison. Mais est-ce qu'ils méritent vraiment ce qui leur arrive? Ou bien ont-ils été entraînés par des gens peu scrupuleux qui leur ont fait miroiter des profits qu'ils n'ont aucune chance de réaliser?
Ne blâmons pas les victimes, blâmons les responsables. Mais venons-en un peu aux arguments plus philosophiques qui m'ont été adressés. Celui qui revient le plus souvent est qu'il faut retirer le contrôle de la monnaie aux méchants gouvernements et aux banquiers sans scrupules. Loin de moi de l'idée de penser que les gouvernements et les banquiers sont des anges qui ne veulent que notre salut, mais au bout du compte, ils ont quand même généralement intérêt à soutenir la population et les marchés. Après tout, une population très pauvre, ça ne dépense pas, et donc comment les riches continueraient-ils à faire de l'argent? Mais le plus gros manquement dans ce raisonnement est, OK, mettons que ce ne sont plus le gouvernement ou les banques qui contrôlent l'argent. Alors, qui le fait? Les crypto-enthousiastes vous diront que c'est l'algorithme de Sakamoto qui détermine la création des bitcoins, et c'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, ce sont les mineurs qui contrôlent tout le processus. Ce sont eux qui décident des transactions acceptées ou refusées et quelles monnaies sont acceptables. Si 51% des mineurs décident de modifier le protocole de Bitcoin pour en augmenter le nombre qui leur sont versés lorsqu'ils minent un nouveau bloc, il n'y a rien que vous ou moi ne puissions faire pour les empêcher. La crypto-monnaie n'est pas une démocratie où toutes les voix sont importantes ou égales, mais bien une oligarchie de mineurs. Ça vous intéresse de vivre sous ce régime? Pas moi, pas une seule minute. J'aimerais aussi signaler que plusieurs vrais enthousiastes de crypto-monnaie supportent l'idée d'hyper-monétisation, c'est-à-dire que pratiquement toute action devrait être rétribuée, même la plus insignifiante. Je devrais être payé pour laisser passer une dame devant moi dans la rue. Ma voiture devrait payer le propriétaire d'une route pour chaque mètre que je roule dessus. Elle devrait également compétitionner avec les autres voitures dans une vente aux enchères instantanées pour savoir qui aura le vert au prochain feu de circulation. Et je devrais vous charger un satoshi pour chaque seconde que vous passez à écouter ce podcast. Bon, j'exagère un peu, mais juste un tout petit peu. En fait, l'idée d'un flot constant de microtransactions de quelques satoshi, qui, je vous le rappelle, valent un 100 millionième de Bitcoin, donc environ 1 millionième de cent, a été à un moment considéré comme une killer app, c'est-à-dire une application qui va changer les choses et rendre l'utilisation de la crypto-monnaie utile à tout le monde. La montée des frais et la capacité ultra limitée de la technologie, 7 transactions par seconde au maximum, je vous rappelle, a rapidement ramené ces rêveurs à la réalité. L'idée de faire quelque chose gratuitement pour les autres est anathème à cette philosophie. Évidemment, je ne suis pas un saint, je fais ce podcast avant tout parce que j'aime la science, j'aime dénoncer la pseudo-science et j'adore enseigner et parler. Mais je le fais aussi parce que je sais que je peux avoir une influence, même minime, sur le monde. Juste le fait d'avoir pu convaincre 2 membres de ma famille de faire vacciner leurs enfants ou de vous avoir convaincu de ne pas toucher aux crypto-monnaies est suffisant pour moi pour justifier tout ce travail. Simplement parce que j'aime ça. Comme toute communauté, les crypto-monnaies ont leur célébrité. On peut penser à Satoshi Nakamoto, Tuur Demeester, Luke Dash Jr. et Andreas Antonopoulos, de grands supporters de Bitcoin Core, leur rival Roger Ver, grand supporter de Bitcoin Cash, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, ou Marc Karpelès, un Français qui a été directement impliqué dans le scandale de Mt. Gox. Parmi ceux-ci, aucun n'est un économiste. Ce sont plutôt des mathématiciens et des informaticiens qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie. En fait, on peut quasiment voir l'évolution actuelle des crypto-monnaies comme une version ultra accélérée de l'évolution des marchés monétaires qui a mené à la régulation que l'on a aujourd'hui. Franchement, je ne veux pas qu'une bande de techno-geeks libertariens décide de l'évolution future de l'économie. Et je ne dis pas ça comme une insulte car j'en suis moi-même un, excepté pour le côté libertarien. Regardez juste un tweet de Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, le plus gros échange aux États-Unis. Il a déclaré en traduction libre « J'aimerais qu'il y ait une manière de faire des dons de crypto-monnaies aux organismes de charité à condition qu'ils soient obligés de les garder. Ils pourraient toujours les échanger contre d'autres crypto-monnaies, mais ils ne pourraient les vendre contre l'argent traditionnel. » OK. Et que pourront-ils faire avec cette monnaie au juste? Pratiquement aucun marchand ou gouvernement n'accepte la crypto-monnaie. Alors, comment ces organismes de charité pourraient-ils aider les pauvres dans le besoin avec des bitcoins? Penser cela, c'est vraiment ne rien comprendre au travail d'une charité, et 2, faire passer son intérêt et ceux de sa crypto-monnaie avant ceux des pauvres, ce qui est tout à fait standard pour un libertarien, soit dit en passant. Ah oui, et puis un petit détail amusant, j'ai appris que l'expression HODL avait été transformée en acronyme après être passée dans le langage des crypto-monnaies. Il veut officiellement dire Hold on for dear life. Charmant.
Alors voyons qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le monde de la crypto-monnaie depuis mon dernier épisode. Rien de très important, certainement, mais après tout, ça ne fait qu'un mois que je l'ai publié. Erreur, dans le monde extrêmement volatile de Bitcoin et des crypto-monnaies, il peut se passer bien des choses en un mois. Le 5 janvier, Visa a annoncé que ses cartes prépayées et acceptant la crypto-monnaie et supportées par BitPay, CryptoPay et Bitwala sont annulées de façon immédiate. Ces cartes ont été émises par la compagnie Wavecrest, dont l'entente avec Visa a été suspendue en raison de continuelle non-conformité de Wavecrest avec les règles d'opération du géant. Heureusement, les possesseurs de ces cartes ont été remboursés. Le 10 janvier, le gouvernement sud-coréen a annoncé son intention d'interdire tous les échanges de crypto-monnaies en raison de la haute volatilité des marchés et de la difficulté de le régulariser. Le lendemain, 11 janvier, la Chine a annoncé qu'elle forçait la fermeture ordonnée de tous les mineurs chinois pour prévenir l'exode des capitaux. Le monde perdra donc environ 80% de sa puissance de minage dans les prochains mois. Évidemment, certains pays prendront la relève, dont le Québec, hélas, en raison du faible coût de son électricité hydroélectrique. Le 15 et 16 janvier, un crash majeur a causé une dépréciation de la valeur de toutes les crypto-monnaies d'environ 45%. Bitcoin est passé de 14 500 $ à environ 9 000 $. La valeur totale du marché est passée en un seul jour de 702 milliards de dollars à 450 milliards. Tous ceux qui sont entrés sur le marché lorsque la valeur de Bitcoin était à sa pointe de 19 000 $ en décembre dernier ont perdu plus de 55% de leur argent. Et le cours a continué à baisser pendant le reste de janvier, plongeant jusqu'à moins de 6 000 $ avant de remonter à 7 500 $ aujourd'hui. Le 16 janvier, BitConnect, un échange supportant une chaîne de Ponzi, a fermé ses portes de façon brutale, s'enfuyant avec plus de 2,5 milliards de dollars. Dans les minutes qui ont suivi, sa monnaie a perdu plus de 96% de sa valeur, provoquant la ruine de plusieurs investisseurs. J'y reviendrai dans la section des fraudes. Le 23 janvier, Stripe.com, une entreprise de paiement en ligne, a annoncé sa décision de ne plus supporter Bitcoin, citant le temps élevé des confirmations, l'augmentation du nombre de transactions refusées à cause de la fluctuation des marchés pendant cette attente et les frais disproportionnés. Le 26 janvier, un des grands échanges au Japon, CoinCheck, a annoncé la perte de crypto-monnaie NEM d'une valeur de 532 millions de dollars. L'événement est sous investigation et personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les autorités japonaises ont même investi les bureaux de CoinCheck une semaine plus tard pour comprendre comment l'échange fonctionnait. Mais il n'y a pas juste de mauvaises nouvelles, non, heureusement, il y a également des nouvelles cocasses. Le plus grand échange américain, Coinbase, a des problèmes à distinguer entre Bitcoin et Bitcoin Cash. En effet, une personne a fait un achat en Bitcoin Cash au magasin Overstock.com, mais lorsqu'elle a ensuite demandé un remboursement, elle a reçu le même nombre de Bitcoin. Le problème est que Bitcoin vaut environ 10 à 15 fois plus cher que Bitcoin Cash, et l'acheteur a donc fait un profit de plusieurs dizaines de dollars. On ne sait pas combien d'argent a été perdu de cette façon avant que Coinbase ne corrige la situation. La conférence de Bitcoin de Miami ne permet plus d'utiliser Bitcoin pour payer son inscription en raison des frais trop élevés et de la congestion du réseau. Une conférence Bitcoin au Texas fait la vente de t-shirts Bitcoins, mais n'accepte que l'argent liquide, 20 $ US pour être précis. Ce qui est ridicule en passant pour un t-shirt cheap. Hein? Félicitations à PonziCoin, une monnaie dédiée à une chaîne pyramidale qui ne s'en cache pas. Leur FAQ explique expressément que plus de 200 personnes devront s'y inscrire après vous pour que vous puissiez au moins rentrer dans votre argent. Finalement, les crypto-monnaies ont maintenant leur propre groupe de J-Pop, Virtual Currency Girls. Il est composé de 8 jeunes japonaises portant un masque de lutteur mexicain, pour représenter l'anonymat, je présume, et un costume de French Maid, pour aucune raison visible. Chacune d'elles représente une crypto-monnaie différente. Tous leurs billets et marchandises ne seront payables qu'en crypto-monnaie et elles-mêmes ne seront payées qu'en crypto-monnaie. Elles ont offert leur premier hit intitulé The Moon Cryptocurrency and Me devant une foule record de 20 personnes à Tokyo le 1er février. Mais le plus comique dans tout ça, c'est qu'elles utilisent l'échange CoinCheck pour se faire payer, l'échange qui vient juste de perdre 532 millions de dollars. Le groupe y avait l'équivalent de 18 400 $ pour leur première paye et maintenant elles ne peuvent plus le retirer. Mais pas de problème, le groupe a tenu une conférence de presse après le hack pour dire qu'elles avaient toujours confiance en CoinCheck pour le futur.
J'ai mentionné dans l'épisode 13 que je n'avais jamais rencontré à date d'application pour laquelle une blockchain serait plus appropriée qu'une base de données sécuritaire. Pour le plaisir, je me suis amusé à fouiller et j'aimerais vous donner quelques exemples d'utilisation proposée de blockchain. Vous verrez que juste l'utilisation du mot blockchain semble suffisant pour baisser de 50 points le QI de certaines personnes. La preuve, le 27 octobre, une compagnie anglaise, Online PLC, a vu sa valeur gonfler de 394%. Quelle décision miraculeuse a justifié cette hausse? Le fait qu'elle a annoncé le changement de son nom à Online Blockchain PLC. Devant une telle hausse, la compagnie a dû émettre un communiqué pour calmer le marché et dire que leur solution blockchain est encore loin dans le futur. Un autre exemple, la compagnie Long Island Iced Tea, qui vend du thé glacé, a annoncé qu'elle allait changer son nom pour Long Blockchain Core. Et bien qu'elle allait continuer à produire du thé glacé, elle a commencé à étudier la possibilité qu'éventuellement, dans le futur, si la situation le demandait, elle pourrait investir dans une blockchain. Résultat, la valeur de son titre a triplé. C'est complètement ridicule. Une utilisation proposée de blockchain et de contrats intelligents est celle de la compagnie néerlandaise Legal Things, qui, à la suite du mouvement MeToo, a eu la brillante idée de proposer l'application Legal Fling, qui permet d'enregistrer des consentements de relations sexuelles sur la blockchain. Mais pensez-y un peu. En quoi une telle application peut-elle aider les femmes? Qui empêcherait un violeur de forcer une femme à signer ce contrat sous la menace? Et qu'est-ce qui arrive avec la notion de consentement retirable à tout moment? Une femme pourrait demander d'arrêter, le gars refuser, la violer, mais puisqu'elle a signé le contrat, il n'aurait rien fait d'illégal. Franchement, et j'espère que ce n'était pas fait délibérément, mais une telle application servira uniquement à protéger les hommes contre des accusations d'agression sexuelle, qu'elles soient vraies ou fausses, et n'aide en rien la cause des femmes. La compagnie Steemit offre un service de location d'espace de disques durs. Comment ça marche? C'est simple, vous réservez une partie de votre disque dur que vous louez à des inconnus pour qu'ils s'y stockent de l'information. Et en contrepartie, vous recevez des Storj, un type de crypto-monnaie. La partie du disque loué est chiffrée de manière à ce que vous ne puissiez savoir ce qui s'y trouve. Super, ça, hein? Il y a juste un problème, là. Qui pensez-vous vraiment a besoin de stocker des informations sur des ordinateurs étrangers et pas sur le sien? Pensez-vous que si la police trouve de la pornographie juvénile sur votre ordinateur, vous pourrez vous en sortir en disant que vous ne le saviez pas quand vous aviez loué votre disque dur à un inconnu? Pas sûr que ça va fonctionner. Tout comme l'idée de louer votre ordinateur lui-même quand vous ne l'utilisez pas. Comment pouvez-vous savoir qu'il ne sera pas utilisé pour commettre des actes criminels? Une autre application que j'ai trouvée est meetluna.com. Ce site vient de terminer une séance de sociofinancement pendant laquelle il a amassé plus de 12 millions de dollars du public. Qu'est-ce qu'il offre? Des services de rencontre, mais avec de la crypto-monnaie et sur la blockchain. Le système est ridiculement compliqué et pue l'hypermonétisation. En gros, une femme qui s'inscrit reçoit des pièces appelées stars et elle a le droit d'écouter 3 messages d'introduction par jour. Elle peut dépenser ses stars pour en écouter plus si elle le veut. L'homme, lui, peut envoyer un message gratuitement à une femme, mais si elle en a déjà 3 dans sa boîte, son message sera mis dans une file d'attente avec toutes les autres. Mais il peut ensuite dépenser des stars pour faire passer son message devant les autres. Et évidemment, les deux peuvent acheter des stars comme bon leur semble. Bien plus simple que de simplement payer 20$ par mois pour faire toutes les choses qu'on veut, hein, non? Je répète ce que j'ai dit la dernière fois, la blockchain est une mauvaise solution à des problèmes que personne n'a. C'est l'outil qui doit être adapté au marché et non pas l'inverse. Bitcoin est la crypto-monnaie la plus vieille, la plus connue et la plus mature, ce qui devrait vous donner une idée de la maturité des autres. Mais il y en a des milliers. Comme ce sont des alternatives au Bitcoin, on les appelle les altcoins, monnaie alternative. N'importe qui peut créer un altcoin. La création de nouvelles crypto-monnaies est maintenant souvent utilisée comme source de financement pour un projet via ce qu'on appelle un ICO, ou Initial Coin Offering. Quelqu'un crée une crypto-monnaie quelconque, en mine généralement plusieurs millions, ce qui est facile quand on est les seuls à le faire, et les met en vente à un groupe restreint d'investisseurs pour un prix spécial d'introduction, soit en argent sonnant, soit en crypto-monnaie, comme Bitcoin. Une fois l'ICO complété, la nouvelle monnaie va rejoindre les autres sur le marché des échanges et si les investisseurs sont chanceux, va prendre de la valeur.
Ce processus est le penchant d'un IPO qui est utilisé pour introduire de nouvelles compagnies en bourse. Dans un IPO, la nouvelle compagnie subit une vérification complète de ses livres pour s'assurer qu'elle existe bel et bien et qu'elle est viable. De plus, elle doit produire un prospectus pour expliquer ce qu'elle produit ou produira, ses perspectives à court, moyen et long terme, qui sont ses dirigeants, etc. Tout ça pour empêcher les voleurs de créer des compagnies bidons, ramasser de l'argent en vendant un premier lot d'actions et de disparaître. Un ICO est la même chose, sauf sans aucune protection contre la fraude. Elle vient avec ce qu'on appelle un papier blanc, un white paper, qui explique les algorithmes et processus utilisés pour la générer, mais aucune vérification n'est faite. La monnaie que l'on met en marché n'est basée sur rien et le créateur décide lui-même de sa valeur. Comme il n'y a aucune protection, il peut inventer toutes sortes d'histoires sur son utilisation prévue et faire miroiter toutes sortes de revenus inatteignables. Tous les investisseurs dans les ICO sont à la recherche de la crypto-monnaie miracle dont la valeur grimpera de 10 000 %, mais évidemment, il n'y a aucun moyen de savoir ce sera laquelle. C'est exactement la même chose que de jouer à la loto, sauf que le coût du billet est pas mal plus cher. Selon Ernst & Young, plus de 10 % des 3,7 milliards de dollars recueillis à ce jour par les ICO ont été volés, soit par ceux qui ont fait l'ICO eux-mêmes, ou soit par des voleurs externes. Et ça n'inclut pas l'histoire de BitConnect dont je vais parler plus tard. En réaction, les autorités des marchés financiers de plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, ont déclaré que tout ICO pour lequel on peut raisonnablement attendre une appréciation de la valeur, basée sur l'entrepreneurship et les efforts du personnel, sont des titres au même titre que des actions. Ils doivent donc suivre les règles administratives de ce genre de produits et tout profit lors de leur vente doit être considéré comme un gain en capital. Il existe des milliers de monnaies. Certaines sont générales, comme Ripple, Litecoin et Ether. D'autres sont pour des applications particulières, comme les Stars pour meetluna.com et les Storj pour la location d'espace disque. Un autre type de crypto-monnaie est le Tether, mais celui-là, on se le garde pour la dernière section sur les fraudes. Certaines de ces alternatives diffèrent de Bitcoin par la manière de déterminer celui qui minera le prochain bloc. Ethereum, par exemple, utilise une méthode qui sélectionne les mineurs qui ont le plus d'Ether dans leur portefeuille, sous le principe que ce sont eux qui ont le plus intérêt à être honnêtes dans le minage. On appelle cela la preuve par intérêt, proof of stake en anglais. Ce n'est pas vraiment brillant, mais au moins ça diminue considérablement le gaspillage d'énergie du minage comparé à Bitcoin. La plupart des monnaies alternatives sont des copies de Bitcoin, ou du moins réutilisent la majorité de ces concepts en les modifiant un peu. Il y a cependant des monnaies qui utilisent des technologies passablement différentes. Comme elles sont apparues après l'arrivée à maturité du Bitcoin, elles tentent d'adresser plusieurs de ces problèmes. Mais non seulement elles n'y arrivent pas toujours, mais en plus elles en introduisent de nouveaux. Les deux technologies de loin les plus connues sont Ethereum, avec ses contrats intelligents, et le Lightning Network. Commençons par Ethereum. Le principe d'Ethereum a été publié en 2013 par Vitalik Buterin, un Canadien d'origine russe, et a été mis en circulation le 30 juillet 2015. La différence fondamentale avec Bitcoin est qu'il supporte la notion de contrat intelligent, qui sont en fait des applications informatiques enregistrées sur la blockchain d'Ethereum et exécutées sur des nœuds publics, autrement dit des ordinateurs du réseau. Dans ces programmes, qu'on appelle des applications décentralisées, vous pouvez, par exemple, faire des transactions d'Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum, entre usagers si certaines conditions se produisent. Ces contrats peuvent être simples ou complexes, mais personnellement, je refuse de les qualifier d'intelligents, car ils ne font qu'exécuter bêtement les instructions d'un programmeur. Pour avoir un minimum d'intelligence, il faudrait qu'ils soient capables de prendre des décisions par eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la même chose pour les téléphones intelligents, soit dit en passant. Il n'y a rien d'intelligent à ces téléphones-là. Il y a également plusieurs autres différences avec Bitcoin. Les blocs de transaction sont créés à toutes les 15 secondes au lieu de 10 minutes. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'Ethers en existence. Le nombre d'Ethers créés à chaque bloc est fixe au lieu de diminuer de moitié aux 4 ans comme pour Bitcoin. Pour déterminer le coût d'une transaction, on utilise la notion d'unité d'essence, le gaz. Cette essence représente la capacité de traitement, la bande passante et l'espace disque nécessaire pour exécuter un contrat. Chaque unité d'essence a un coût exprimé en Wei, une autre crypto-monnaie. Chaque créateur de contrat devra lui donner suffisamment d'essence s'il veut qu'il soit exécuté.
Le volume de transaction est suffisamment bas pour que le coût de transaction reste abordable. Il était de 33 cents en moyenne en décembre 2017, comparé à 23 $ pour Bitcoin. Pour déterminer le nœud qui fait le minage, Ethereum utilise un hybride preuve de travail, proof of work comme pour Bitcoin, et preuve par intérêt. Dans le futur, il est supposé migrer complètement vers un système de preuve par intérêt nommé Casper, de façon à éliminer complètement le minage. À première vue, Ethereum semble adresser plusieurs des problèmes de Bitcoin. Il n'est pas déflationniste, le trafic supporté est beaucoup plus élevé, moins de gaspillage d'électricité, etc. Tout cela mène à des frais de transaction beaucoup plus acceptables. Sa valeur a d'ailleurs atteint 1000 $ US pour la première fois en début janvier, et il représente le deuxième plus gros marché de crypto-monnaie après Bitcoin. Mais tout n'est pas rose pour autant. Ethereum vient avec une application chargée d'estimer la quantité d'essence nécessaire pour rouler un contrat. Cette application, appelée Oracle, est vitale en raison de la manière dont Ethereum fonctionne. Si la quantité d'essence que vous donnez à votre contrat est trop petite, les nœuds l'épuiseront avant de le compléter et celui-ci s'arrêtera en plein milieu et vous aurez dépensé cette essence pour absolument rien. Non, elle ne vous sera pas remboursée. Il est donc extrêmement important de donner assez d'essence dès le début. Or, depuis quelques mois, un problème est apparu, probablement causé par des usagers qui mettaient manuellement trop d'essence dans leur contrat. Comme l'oracle se fie à l'essence utilisée par les dernières transactions pour estimer le coût futur, celui-ci s'est mis à monter significativement et est aujourd'hui environ 70% trop élevé que ce qui est vraiment nécessaire. Le problème devrait être réglé sous peu, mais pour l'instant, Ethereum recommande à ses utilisateurs de calculer eux-mêmes l'essence qu'ils devraient mettre. Deuxièmement, il y a un problème de synchronisation entre les différents nœuds du réseau. Pour une raison inconnue, ils semblent de temps en temps incapables de s'échanger des informations. Cela peut causer un délai important lorsqu'on ajoute de nouveaux nœuds, car ceux-ci doivent se synchroniser avec leurs voisins et ils ne le peuvent pas. Troisième problème, bien que le débit de transaction est plus élevé que Bitcoin, il n'est toujours pas extensible, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas avec le nombre de nœuds dans le réseau. On l'a bien vu en 2017 avec la saga des CryptoKitties. Un groupe s'est amusé à construire une petite application sous forme de contrat Ethereum qui permet de créer des chats virtuels sur la blockchain et de les faire se reproduire avec d'autres chats virtuels, de les acheter et de les vendre. Cette application est tellement populaire, pour un contrat Ethereum, on s'entend, là, qu'elle a créé une congestion sur le réseau. Elle représentait au début décembre 2017 plus de 20% de toute l'essence utilisée par Ethereum. Une simple application de CryptoKitties. Ça vous en dit long sur la fiabilité du réseau en temps de crise et de sa puissance de calcul. Voyons un peu les contrats eux-mêmes. Quand vous écoutez les fans d'Ethereum parler, le type et le nombre d'utilisations qu'on peut en faire est pratiquement illimité. Mais quand on regarde de plus près, tadam, ça ne tient vraiment pas la route. Premièrement, n'importe qui a quelques connaissances de programmation peut en créer, amateurs compris. Comprenez qu'on joue ici avec des contrats pouvant valoir plusieurs dizaines de milliers et même des millions de dollars. Ces amateurs ne connaissent pas grand-chose à la programmation, à la sécurité des applications, à la manière de faire du bon code ou de bien tester une application. Deuxièmement, des contrats qui sont supposés être liants sont maintenant rédigés par des programmeurs et non par des gens qui connaissent les lois. Plusieurs des clauses là-dedans peuvent très bien être illégales ou laisser trop de place à l'interprétation. Je suis curieux de voir ce qui va se passer le jour où quelqu'un amènera un de ces contrats devant un tribunal pour le faire annuler. Troisièmement, et ça c'est un peu plus technique, je ne passerai pas vraiment de temps là-dessus, mais Solidity, le langage de programmation utilisé, n'est pas très bien défini et très peu sécuritaire à la base. Quatrièmement, le code d'un contrat est immuable. Si vous trouvez un bug dans votre contrat, et croyez-moi, tous les programmes informatiques ont des bugs, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour le corriger vous-même. En fait, la seule chose qui peut être faite, comme dans le cas du hack du DAO en 2016, dont nous parlerons à la prochaine section, est que toute la communauté décide ensemble de revenir à une version antérieure de la blockchain avant que le contrat en problème n'ait été activé. Et évidemment, ce genre d'action n'est prise qu'en cas de bug ou de hack majeur qui touche toute la communauté Ethereum. S'il ne touche que vous, désolé, ça vous allez être pris avec. Finalement, il existe un problème majeur pour savoir si et quand les conditions d'un contrat sont satisfaites. Voyez-vous, la situation parfaite pour un contrat intelligent est que l'état des conditions puisse être déterminé de façon automatique, sans aucune intervention humaine. Il faut donc que 1. L'information nécessaire existe,
2, qu'elle soit disponible dans un système informatique indépendant des parties impliquées dans le contrat. 3, qu'elle soit mise à la disposition des applications externes via une interface de programmation. Et 4, elle doit être sans équivoque. Et honnêtement, la quantité d'informations qui satisfait ces 4 critères n'est vraiment pas très élevée, ce qui diminue considérablement la portée possible des contrats. À quoi ça sert d'avoir un contrat si la seule façon de savoir que les conditions sont remplies est que quelqu'un vienne le lui indiquer? Car à ce moment, rien n'empêche cette personne de changer d'idée et de refuser de le faire. Et à ce moment-là, le contrat ne vaudra plus rien. Mais même si l'information est disponible par une interface, cela ne veut pas dire qu'elle soit facilement accessible. Voyez-vous, un contrat intelligent roule simultanément sur tous les nœuds du réseau Ethereum, et il y en a pas loin de 30 000 aujourd'hui. Beaucoup d'interfaces ne seront pas capables de recevoir et traiter 30 000 requêtes simultanément pour la même information et tomberont en panne, ou considérer cela comme une attaque de déni de service. Il pourrait être possible de ne faire rouler les contrats que sur quelques nœuds au lieu de tous, mais il y a un risque puisque certains de ces nœuds pourraient être malhonnêtes. Une deuxième technologie qui est en développement est le Lightning Network. Ce réseau est mis en place spécifiquement pour pallier à plusieurs des problèmes de Bitcoin. Voyons un peu ce dont il est question. Contrairement à Ethereum, qui est complètement séparé de Bitcoin, le Lightning Network est plutôt une couche supplémentaire qu'on ajoute sur Bitcoin et offrant plus de fonctionnalités. Une de ses promesses est de permettre un nombre très élevé de transactions par seconde. Comment peut-il faire ça? C'est simple, en faisant en sorte que la grande majorité des transactions ne soient pas inscrites individuellement dans la blockchain. Disons que je veux acheter un jeu de Patricia. Normalement, je fais simplement une transaction d'achat avec elle qui se retrouve sur la blockchain. Si je fais d'autres transactions avec Patricia par la suite, elles se retrouveront également sur la blockchain et je devrais payer des frais pour chacune d'elles. Ce que le Lightning Network me permet de faire à la place est d'établir un canal permanent avec Patricia et d'y verser des bitcoins pour en faire une espèce de pool. Patricia, si elle le désire, peut également participer à ce pool. Ces opérations seront enregistrées sur la blockchain. Un contrat est ensuite établi indiquant la balance de bitcoin de chaque participant dans le canal. Ensuite, je peux faire le nombre de transactions que je veux avec Patricia et sur la période de temps que je veux, tant que ma balance dans le canal est supérieure à 0. Elle aussi peut décider de faire des transactions avec moi. Tout ce qui change sera la balance de nos bitcoins respectifs dans le canal et rien d'autre. Aucune transaction ne sera enregistrée sur la blockchain. Éventuellement, quand nous déciderons de fermer le canal, et à ce moment-là seulement, le contrat établira la différence pour chacun d'entre nous entre notre balance initiale et notre balance finale et produira une seule transaction de transfert de fonds sur la blockchain entre Patricia et moi. Donc, peu importe le nombre de transactions entre nous deux, seules les opérations de dépôt de Bitcoin dans le canal et la transaction de répartition finale générera une transaction sur la blockchain. Le principe est simple et à première vue semble prometteur, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Commençons par les plus évidents. Premièrement, l'établissement de chaque canal demande 2 ou 3 transactions blockchain, le versement initial et la transaction de fermeture. Ça ne vaut donc pas la peine d'en créer un si vous ne prévoyez pas faire plus de 2 ou 3 transactions avec la même personne. Deuxièmement, les bitcoins que vous versez dans ce canal sont gelés à l'intérieur et ne peuvent être utilisés ailleurs, du moins jusqu'à ce que le canal soit fermé. Donc, si vous mettez 10 bitcoins dans un canal avec Overstock.com, un des seuls magasins qui accepte les bitcoins, vous ne pourrez jamais les utiliser ailleurs, à moins d'annuler le canal. Mais ce n'est que le bout de l'iceberg. Dans l'exemple que j'ai donné, il y a un canal direct entre moi et Patricia. Sauf qu'il est impossible d'avoir un canal direct avec toutes les personnes et entreprises avec qui je veux faire affaire. Si chaque personne sur le réseau faisait ça, le réseau pourrait se retrouver, s'il devient populaire, avec des milliards de canaux actifs, ce qui serait ingérable. Non, de la manière que ça fonctionne, j'ai des canaux directs avec quelques personnes et une couple d'entreprises. Ces personnes et entreprises ont eux-mêmes des canaux directs avec d'autres personnes et entreprises, et ainsi de suite. Techniquement, en se taillant un chemin parmi ces canaux, il devrait être possible à quelqu'un de faire affaire avec n'importe quelle personne ou entreprise sur le réseau. Disons que j'ai un canal avec un ami A, qui a un canal avec un ami B, qui a un canal avec Overstock.com. Je veux envoyer un paiement à Overstock. Au lieu de créer un canal direct avec Overstock, je vais plutôt faire une transaction avec A, qui va faire une transaction avec B, qui va faire une transaction avec Overstock. Le déroulement exact est le suivant. Je contacte A et lui dis que je veux envoyer un Bitcoin à Overstock.
Mais je ne transfère pas le Bitcoin à A, je ne fais que le mettre de côté, le réserver si vous voulez. Mon ami A répète cette même opération avec son ami B, mais il n'y a toujours pas de transfert de Bitcoin. Finalement, comme B a un canal direct avec Overstock, il va lui envoyer un de ses Bitcoins pour faire la transaction. Une fois que c'est complété, B va signaler à A que la transaction est complétée et A va lui envoyer son Bitcoin. Finalement, A va me dire à moi que la transaction est complétée et je vais lui envoyer mon Bitcoin. Donc, c'est un peu comme si j'empruntais un Bitcoin à A, qui emprunte un Bitcoin à B, qui paie un Bitcoin à Overstock, puis A rembourse B et je rembourse A. Un des désavantages majeurs de cette méthode est qu'il faut qu'il y ait un montant en crypto-monnaie au moins égal à ma transaction dans chaque canal utilisé, car je ne paie, moi, qu'à la toute fin. Toutes les transactions avant ont été faites à crédit, c'est un peu si vous voulez. Donc, si je veux payer un Bitcoin à Overstock, tous les canaux que j'utilise devront également avoir un Bitcoin en réserve. Il est donc possible que même si je peux techniquement rejoindre n'importe quel usager ou entreprise dans le réseau, je ne puisse compléter une transaction car les canaux à ma disposition n'ont pas assez de Bitcoin en réserve. Par exemple, si je n'ai qu'un canal vers A avec 0,5 Bitcoin dedans et un canal vers B avec 0,75 Bitcoin dedans, toute transaction de plus de 0,75 Bitcoin n'atteindra jamais sa destination et sera éventuellement annulée. Dans mon exemple, le nombre de canaux empruntés est très petit, juste 3. Mais dans la vie de tous les jours, il peut être beaucoup plus important que ça. Et comme traverser un canal demande des ressources, il est important de trouver un chemin minimisant le nombre de canaux traversés. Mais voici le premier problème important de cette méthode. Pour pouvoir trouver ce chemin et en même temps s'assurer qu'on ne passe pas plus d'une fois par le même canal, il faut connaître à l'avance tous les usagers et tous les canaux existants sur le réseau. C'est peut-être possible avec une dizaine ou même une centaine d'usagers, mais ça devient rapidement impossible lorsqu'on en a des dizaines de milliers, voire même des millions. De plus, même si on connaît le réseau au complet, il est pratiquement impossible de trouver le chemin optimal. Ce genre de problème, que l'on appelle le problème du traveling salesman, est très connu en informatique et encore insoluble. Mais on peut quand même trouver une approximation acceptable. Depuis le début de mes exemples, j'utilise mes canaux comme point de départ. Mais vous devez comprendre que je peux très bien me trouver sur le chemin utilisé par un autre de mes amis ou par de parfaits inconnus. Je n'ai aucun choix là-dessus. Donc mes bitcoins peuvent être utilisés à mon insu, sans mon consentement, pour faire des transactions illégales. En plus, pour garder l'idée d'anonymat, lorsque je sers d'intermédiaire pour une transaction, je ne peux absolument pas savoir qui est l'initiateur de la transaction, qui est le destinataire et qu'est-ce qui est acheté. Donc, mes bitcoins pourraient très bien acheter des armes, de la drogue ou de la pornographie juvénile sans que je le sache. Si c'est découvert par les autorités, pourrais-je être accusé de crime, même si je ne l'ai pas fait de façon consciente? Mystère. Un autre problème est que le Lightning Network va à l'encontre du principe des crypto-monnaies. L'idée de la blockchain est de garder une trace indélébile de chaque transaction effectuée. Mais le Lightning Network est à l'opposé de cela, car aucune des vraies transactions n'est enregistrée sur la blockchain. Seulement celles qui mettent de l'argent dans le canal et celles qui la retirent. Que j'ai fait 2 ou 100 ou 1000 transactions sur un canal, il n'y en aura aucune trace. Il devient si difficile de contester une transaction ou de demander un remboursement, etc. De plus, l'idée d'utiliser un algorithme pour établir la meilleure route pour une transaction implique une centralisation du contrôle du réseau qui est anathème à la base libertarienne des crypto-monnaies. Je ne peux m'empêcher de trouver ça un peu ironique. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par le Lightning Network. En plus du fait qu'il n'existe toujours pas, il est sévèrement critiqué par les supporters de Bitcoin Cash, le petit frère de Bitcoin. Ceux-ci accusent les supporters de Bitcoin Core, le Bitcoin actuel, de saboter toute tentative d'amélioration du protocole Bitcoin de façon à favoriser la mise en place du Lightning Network. Bon, on arrive finalement à ma partie préférée des 2 derniers épisodes. C'est le temps de s'amuser un peu avec les plus grosses fraudes et vols de crypto-monnaies depuis son apparition en 2009. Un des aspects intéressants est de voir le nombre d'échanges qui ont fermé soit pour fraude, soit parce que leur argent a été volé, soit à cause de violations de réglementation. Le site en.bitcoin.it en liste plus de 65 depuis 2009. Évidemment, la plupart d'entre eux sont trop peu importants pour en parler, mais certains valent la peine d'être mentionnés.
Commençons avec Ethereum et le hack du DAO. Le DAO, ou Decentralized Autonomous Organization, est un groupe de gestion de capital de risque utilisant Ethereum pour investir dans des entreprises commerciales et à but non lucratif. Basé sur un contrat intelligent, dont le code est du domaine public, il a recueilli plus de 150 millions de dollars d'investissement dans une ronde de sociofinancement auquel plus de 11 000 personnes ont participé en 2016, ce qui en faisait le plus lucratif de l'histoire à ce jour, bien qu'elle ait été dépassée par la suite, notamment par le jeu vidéo Star Citizen. Le DAO n'est localisé dans aucun pays et peut investir partout dans le monde. Comme son but était de démocratiser, si l'on peut dire, l'investissement de capital de risque, le DAO n'a pas de structure typique comme un conseil d'administration. Simplement, si quelqu'un a une opportunité intéressante, il vient la présenter et les membres votent pour savoir s'ils vont investir dedans ou non et combien. Malheureusement, un bug est découvert dans le code du DAO pouvant potentiellement causer des dommages, mais pour le moment, l'argent ne semble pas à risque. Erreur. Avant que la communauté ait pu régler le problème, un hacker utilise ce bug le 18 juin 2016 pour drainer 3,6 millions d'Ethers du compte DAO et le verser dans un DAO clone qu'il avait créé lui-même. En fait, le vol ne s'est pas fait d'un coup, mais sur plusieurs heures, et les investisseurs du DAO pouvaient voir les fonds diminuer Ether par Ether sans pouvoir faire quoi que ce soit. Après avoir siphonné environ 50 millions de dollars d'Ether, le hacker a arrêté son contrat, on ne sait pas trop pourquoi. Une équipe d'Ethereum a immédiatement profité de la situation pour transférer ce qui restait du DAO dans un autre compte pour sauver les meubles. Comment a-t-il pu faire ça? Cette section est très technique et je vous préviens, vous pouvez l'ignorer si je vais trop dans les détails pour vous. En gros, le DAO offre à tous ses investisseurs la possibilité de retirer les Ethers qu'ils ont investis et de les verser dans leur compte personnel. Pour ce faire, il y a un contrat spécifique sur le DAO qui doit être exécuté. Ce contrat fonctionne de la façon suivante. Premièrement, il vérifie que la personne a bien les fonds dans le DAO. Deuxièmement, il envoie les fonds du DAO au compte de la personne. Et troisièmement, il met à jour la balance des fonds de la personne dans le DAO. Mais le problème est que lorsque l'Ether est envoyé du DAO vers le compte de la personne, cela suspend l'exécution du contrat du DAO et démarre celui du contrat de réception d'Ether dans le compte de cette personne. Et ce contrat est sous le contrôle de cette personne-là. Dans notre cas, le hacker a créé un contrat qui non seulement ajoute les fonds reçus dans son compte, mais démarre immédiatement une nouvelle transaction de retrait du même montant dans le même compte. Comme sa balance dans le compte DAO n'a jamais été mise à jour car le contrat de retrait ne s'est pas terminé, la nouvelle transaction démarrée verra que la balance du hacker est toujours suffisante et autorisera le transfert de fonds, ce qui démarrera une autre transaction de retrait avant que la balance ne soit mise à jour et ainsi de suite, jusqu'à ce que le compte du DAO soit complètement vide, ou dans ce cas, que le hacker arrête son contrat de lui-même. Je sais que c'est probablement dur à comprendre juste comme ça, alors donnons un exemple précis. Disons que le DAO contient 100 Ethers. Moi-même, j'en possède 25. Et je demande de retirer mes 25 Ethers. Voyons ce que ça donne. Premièrement, le contrat du DAO vérifie que j'ai bien 25 Ethers dans mon compte, ce qui est le cas. Deuxièmement, le contrat du DAO envoie les 25 Ethers dans mon compte personnel. Il reste donc 75 Ethers dans le compte du DAO. Troisièmement, le contrat du DAO est suspendu avant d'avoir pu mettre ma balance à jour dans le DAO. Donc, pour le DAO, j'ai toujours 25 Ethers dans mon compte. Quatrièmement, mon contrat dépose les 25 Ethers reçus dans mon compte. J'ai maintenant 25 Ethers. Cinquièmement, mon contrat démarre une nouvelle transaction de retrait de mes 25 Ethers du DAO. Sixièmement, mon contrat de retrait est suspendu et le contrat de retrait du DAO est démarré. Septièmement, le contrat du DAO vérifie que j'ai bien 25 Ethers dans mon compte, ce qui est toujours le cas, car ma balance, n'oubliez pas, n'a jamais été mise à jour la première fois, donc tout est correct. 8. Le contrat du DAO envoie les 25 Ethers dans mon compte personnel. Il reste maintenant 50 Ethers dans le DAO. Neuvièmement, le contrat du DAO est suspendu. Mon contrat de retrait d'Ethers démarre. 10. Mon contrat dépose les 25 Ethers reçus dans mon compte. J'ai maintenant 50 Ethers. 11. Mon contrat démarre une nouvelle transaction de retrait de mes 25 Ethers du DAO. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la commande de transfert des fonds échoue car le DAO n'a plus d'argent. OK, en espérant que ce soit plus clair maintenant, revenons un peu à ce qui s'est passé. Le jour suivant le hack, Vitalik Buterin, le leader de l'équipe de développement d'Ethereum,
propose une modification du code qui ferait en sorte que toute transaction entrant ou sortant du compte du hacker soit déclarée invalide, pour l'empêcher de dépenser ses Ethers. Notez qu'il ne propose pas de rendre les Ethers à leurs propriétaires, il veut juste empêcher le hacker de les utiliser. Devant cette proposition, le hacker écrit une lettre ouverte à la communauté DAO et Ethereum disant que seul le code des contrats détermine s'ils sont légaux ou non. Et comme il n'a fait qu'utiliser le code existant du DAO, ses gains sont légalement à lui. Il offre même une récompense aux personnes qui s'opposeront au changement proposé par Botrin. En réponse, la communauté propose un changement encore plus majeur, un retour en arrière qui retournerait tous les fonds à leurs propriétaires et en gros annulerait simplement le hack. Mais évidemment, ce changement va à l'encontre de la philosophie de la blockchain qui est supposée être immuable. Tellement qu'au bout du compte, cela a causé une scission dans la communauté Ethereum qui, comme pour Bitcoin, s'est scindée en deux groupes. Ethereum classique qui refuse le retour en arrière et Ethereum qui l'a exécuté. De nos jours, le DAO existe toujours, mais son importance a beaucoup diminué suite à ce hack. Et quelques échanges importants ont décidé de le délister. Le prochain sujet n'est pas un vol ou une fraude à proprement parler, mais bien une simple erreur de débutant qui a causé la perte de plus de 286 millions de dollars en Ethereum en jouant avec un contrat intelligent, et que j'ai cette expression. Le 6 novembre 2017, un usager d'Ethereum, DevOps 199, a réussi à coup d'essai et erreur à se rendre propriétaire d'un nœud du réseau Ethereum. Il a ensuite réalisé que ce nœud contenait un contrat, et comme il avait peur que son exécution cause des problèmes, il a envoyé une commande pour l'arrêter, un kill. Ce qu'il ne savait pas est que le contrat en question n'était pas un contrat normal, mais qu'il s'agissait en fait d'une librairie de code, c'est-à-dire un ensemble de fonctions qui peuvent être utilisées par beaucoup d'autres contrats pour effectuer diverses choses. En tuant ce contrat, DevOps 199 a fait en sorte que tous les contrats qu'il utilise sont devenus invalides, et tout l'argent qui transitait par eux à ce moment-là, c'est-à-dire 286 millions de dollars, s'est simplement volatilisé. Quand il s'est rendu compte de son erreur, DevOps 199 a immédiatement informé la communauté, ayant même peur d'aller en prison pour ça. Il s'agit probablement d'un ou une jeune qui, de son propre aveu, était un débutant sur Ethereum, mais imaginez quand même, ça donne une idée de la robustesse et de la sécurité d'un réseau qui manipule des centaines de millions de dollars lorsqu'un amateur peut le cracher simplement par inadvertance avec une simple commande. Le plus grand hack de l'histoire en termes de nombre de bitcoins volés s'est déroulé de 2011 à 2014 sur un échange japonais appelé Mt. Gox, en fait MTGOX, qui veut dire Magic the Gathering Online Exchange. Originellement créé pour l'échange de cartes du jeu Magic the Gathering Online, il a été transformé en échange Bitcoin en 2010 par un programmeur américain du nom de Jeb McCaleb. Vendu à Marc Karpelès, un Français, en mars 2011, il est rapidement devenu le plus important échange de Bitcoin au monde. En juin 2011, un hacker réussit à pénétrer le site et à réduire le coût du Bitcoin à 1 cent, avant d'en acheter 2000 et de les vendre sur un autre échange au prix normal. À la suite de ce vol, Mt. Gox décide de placer plusieurs de ses bitcoins dans des portefeuilles froids, donc déconnectés de l'Internet. En 2013, Mt. Gox a repris toute son importance et avec un bitcoin qui passe de 13$ à 1 200$ en moins d'un an, ce qui constitue la première vraie bulle, tout semble bien aller, mais ce n'est qu'un rideau de fumée. À la suite d'une investigation par le US Department of Homeland Security, Mt. Gox annonce la suspension de paiement en dollars américains officiellement pour 1 mois. Mais dans la pratique, plusieurs vivent des délais de plus de 3 mois avant de recevoir leur argent et la plupart des demandes de retrait ne se complètent même pas. Le 7 février 2014, Mt. Gox annonce une suspension des retraits pour étudier le processus de retrait plus en profondeur. Puis le 24 février, Mt. Gox suspend toutes ses activités et annonce qu'un hacker aurait volé plus de 744 408 bitcoins appartenant à ses clients, plus 100 000 lui appartenant à elle-même. Une valeur de près de 800 millions de dollars à ce moment et représentant environ 6% de tous les bitcoins en circulation. Cela équivaut à une valeur de plus de 5,7 milliards de dollars aujourd'hui. Le 28 février, Mt. Gox déclare faillite au Japon, puis 2 semaines plus tard aux États-Unis. L'investigation qui suit montre des faits troublants. Le vol ne s'est pas fait en un coup, mais semble être en cours depuis 2011, avant même que Marc Karpelès ait acheté l'échange.
Il semble donc que Mt. Gox n'était pas solvable depuis 2011 et à la mi-2013 n'avait pratiquement plus aucun Bitcoin à son compte. Comment le hacker a-t-il réussi son coup? On n'en est pas encore complètement certain, mais la piste la plus probable est qu'il a obtenu la clé des portefeuilles de Mt. Gox et se soit emparé peu à peu des bitcoins stockés dans ses portefeuilles chauds, tout en cachant les transactions pour qu'elles ne soient pas facilement détectables. Mais même là, en 2 ans, quelqu'un aurait probablement dû finir par s'en rendre compte, non? Pour l'instant, on soupçonne que oui, et que Karpelès aurait pris des bitcoins de ses portefeuilles froids pour combler les pertes en ligne. Mais le problème est qu'il n'a jamais su comment arrêter le hack. Il l'a caché à tout le monde et le drain a continué. Il aurait également utilisé des programmes automatisés, ce qu'on appelle des bots, pour créer des transactions et donner l'illusion que tout allait bien. En mars 2014, Mt. Gox annonce qu'on a trouvé 202 000 bitcoins dans de vieux portefeuilles datant d'avant juin 2011. Cependant, ces bitcoins ne peuvent être utilisés tant que la saga judiciaire n'est pas terminée, aux grandes dames des clients qui ont perdu leur argent. Marc Karpelès a été arrêté par les autorités japonaises en août 2015 sous des charges de fraude et détournement de fonds pour ses actions suivant le vol, et non pour le vol lui-même. Il a été libéré sous caution en juillet 2016 dans l'attente de son procès. Le 10 juillet 2017, il a entré un plaidoyer de non-culpabilité. En juillet 2017 également, Alexander Vinnik, un Russe, a été arrêté en Grèce par les autorités américaines et accusé d'avoir joué un rôle prépondérant dans le blanchiment des bitcoins volés, en plus de celui de 4 autres milliards de dollars en bitcoin, en collaboration avec l'échange chinois BTC-E. Le FBI, avec l'accord des autorités chinoises, a fait une descente chez BTC-E qui a causé sa fermeture. Le groupe d'investigation semble y avoir trouvé des preuves que Vinnik semble bien être le propriétaire de l'adresse ayant reçu les bitcoins volés et que BTC-E les a mis en vente par la suite. Pour la suite, tout est entre les mains de la justice. On entend beaucoup l'adage dans le monde des crypto-monnaies que Mark did nothing wrong. Mark n'a rien fait de mal. Cela vient du fait que plusieurs pensent qu'il n'est pas responsable du vol et donc ce n'est pas sa faute. Mais comme je le disais plus haut, personne n'accuse Mark de vol. Ce dont on l'accuse est d'avoir caché la situation à ses clients et de faire comme si de rien n'était jusqu'à ce que l'échange fasse faillite. C'est pour cette dissimulation qu'il est en procès. S'il avait agi ouvertement dès la découverte du vol continuel, les dommages auraient été beaucoup moins importants et il ne serait probablement pas devant la justice aujourd'hui. Depuis sa libération sous caution, Karpelès tente de reprendre son rôle dans le monde des crypto-monnaies, bien qu'il soit constamment harcelé en ligne par des victimes de Mt. Gox. L'un des aspects les plus cocasses et frustrants de toute cette saga, la cerise sur le sundae si vous voulez, est que du moment que le procès se termine et que les 202 000 bitcoins retrouvés deviennent disponibles, Mark sera un milliardaire, sur papier au moins. En effet, ce que Mt. Gox doit rembourser n'est pas les bitcoins volés eux-mêmes, mais la valeur des bitcoins volés au moment du vol, et la Cour l'a estimé à 400 $ américains par bitcoin. Comme Mark doit rembourser 750 000 bitcoins, cela donne un total d'environ 300 millions de dollars. Mais la valeur totale des 202 000 bitcoins à 7 500 $ chaque est de 1,5 milliard de dollars. Donc théoriquement, Mark ferait un profit de 1,2 milliard. Évidemment, c'est tout à fait théorique, car la vente de ces 202 000 bitcoins provoquerait l'effondrement complet du marché. Juste vendre les 40 000 nécessaires pour payer ses dettes provoquera probablement un crash. Donc, il se peut très bien que Mark décide de payer sa dette en bitcoin directement. Donc, chaque investisseur recevrait un bitcoin pour chaque 18,75 bitcoins perdus dans Mt. Gox. Tellement un beau bordel que c'en est presque poétique. Cette situation injuste a quand même fait sursauter bien des victimes qui demandent que ces 202 000 bitcoins soient plutôt entièrement distribués aux victimes de façon proportionnelle à leurs pertes. Ils ont quand même pas mal raison, car s'ils n'avaient pas perdu leur bitcoin, ils vaudraient 7 500 $ chacun aujourd'hui, là. Directement du fil de presse, nous avons ensuite la fermeture éclair de BitConnect, une supposée plateforme d'investissement de crypto-monnaies qui n'était rien d'autre qu'une chaîne de Ponzi. Ses propriétaires se sont évidemment sauvés avec tout l'argent. BitConnect a été mis en place fin décembre 2016 grâce à, vous l'aurez deviné, un ICO où sa monnaie, le Bitcoin Connect ou BCC, a été vendue. Leur succès a été tel que BCC a été considérée une des meilleures crypto-monnaies de 2017, atteignant une valeur de 400 $ et créant un marché d'environ 2,6 milliards de dollars, en 20e position parmi toutes les crypto-monnaies. Comment BitConnect a-t-il pu obtenir un tel succès en si peu de temps? En promettant la Lune.
ou plus exactement une croissance phénoménale de votre investissement de 1% par jour, avec un boni de 0,1, 0,2 ou 0,25% en fonction du montant de l'investissement. Je ne comprends absolument pas comment des gens ont pu croire une seule minute à ce stratagème, mais ils y ont cru, en masse. Et avarice quand tu nous tiens, hein? Évidemment, tous les gens sérieux ont immédiatement dénoncé ce qui était de façon évidente une chaîne pyramidale. Sauf que BitConnect a contre-attaqué avec une campagne de publicité exemplaire pour convaincre les gens de son sérieux, avec une armée de recruteurs en ligne. De plus, leurs campagnes ont ciblé principalement les nouveaux investisseurs, ceux qui ne connaissent rien à la crypto-monnaie et qui sont donc encore très naïfs. L'ascension fulgurante de BitConnect a fini par attirer l'attention des autorités en 2017. Le registraire des compagnies britanniques, le Texas Securities Board et la North Carolina Securities Division lui ont tous envoyé des menaces de fermeture si des changements majeurs ne sont pas apportés à sa manière de fonctionner. BitConnect ne paie pas les pédales pour autant. La compagnie ignore les menaces et continue sa campagne de recrutement en étant par exemple partenaire de Blockchain Expo en Californie et commanditaire de la conférence ICO Event à Amsterdam. Mais avec l'intervention des autorités, plusieurs promoteurs décident de se distancer d'eux, allant même jusqu'à dire qu'ils ne les avaient jamais recommandés et à nettoyer leur canal YouTube de toute mention de BitConnect. En contrepartie, BitConnect crée sa propre chaîne d'information YouTube qui devient rapidement une source officielle d'information pour YouTube et Google, et donc permettre à BitConnect de passer sa propagande pour de vraies informations. La situation est restée ainsi jusqu'au 16 janvier 2018, alors que les propriétaires de BitConnect ont décidé d'exécuter leur stratégie de sortie. Après plusieurs pannes de serveurs, la compagnie annonce sa décision de mettre fin à ses opérations de façon immédiate et de fermer ses plateformes d'échange et d'investissement. Sa décision fait supposément suite à une mauvaise presse et des attaques de déni de service, mais elle avoue à mi-mot que certains troubles légaux faisaient partie du problème. Le site web disparaît, le canal YouTube est vidé et leur présence sur les réseaux sociaux effacée. Quant aux 2,5 milliards de dollars dans les coffres de BitConnect que les clients leur ont envoyés pour acheter des BCC, disparu quelque part dans l'éther, ou plus précisément dans les comptes des dirigeants. Le BCC, qui valait à ce moment 363,62 USD, a en quelques minutes perdu 96% de sa valeur, tombant sous la barre des 30 $. La panique s'est installée chez tous ses possesseurs, dont plusieurs ont été pratiquement ruinés. Existe-t-il des chances pour les clients de récupérer leur argent? Pas vraiment. BitConnect est en fait un réseau de compagnies enregistrées au Vietnam et dans plusieurs paradis fiscaux, et la monnaie est intraçable car elle a probablement été transformée en Monero, une autre crypto-monnaie beaucoup plus anonyme que Bitcoin. De plus, personne ne sait qui sont vraiment les propriétaires de BitConnect, car les entités désignées comme propriétaires ne sont listées nulle part. Plusieurs d'entre vous ont probablement l'impression que les clients n'ont eu que ce qu'ils méritaient, et je partage un peu cette opinion. Personne ne devrait investir dans des domaines sans se renseigner. La moindre petite étude sérieuse aurait montré qu'un rendement de 1% par jour est complètement farfelu. Ceux qui ont investi en toute connaissance de cause n'ont vraiment eu que ce qu'ils méritaient. Mais il faut aussi reconnaître que beaucoup de gens naïfs ou qui n'ont pas l'esprit critique se sont laissés emberlificoter par des beaux vendeurs, ou comme on les appelle communément au Québec, des maudits crosseurs. On ne le répétera jamais assez, si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, surtout dans un domaine volatile comme la crypto-monnaie où la fraude est si facile. Mais au bout du compte, le vrai voleur est BitConnect, et j'espère qu'un jour on pourra envoyer ces crapules en prison. Mais bon, ne rêvons pas trop. Enfin, après ce si long chemin, on arrive à mon hack préféré, Bitfinex. J'ai fait exprès de garder ça pour la fin, pas à cause du hack lui-même, mais de la réaction scandaleuse de Bitfinex envers ses clients, qui a mené à la plus grande histoire de manipulation de marché que j'ai jamais entendue. Asseyez-vous bien, ça va être toute une ride. Bitfinex est un des plus gros échanges au monde où l'on peut acheter et vendre de la crypto-monnaie de toutes sortes avec de l'argent traditionnel. En mai 2015, la sécurité du site d'échange est mise en question alors qu'un premier hack vole plus de 1500 bitcoins. Mais apparemment, rien n'est fait, car le 2 août 2016, Bitfinex annonce publiquement qu'elle a été victime d'un deuxième hack, beaucoup plus important celui-là. Plus de 120 000 bitcoins ont disparu, d'une valeur de 72 millions de dollars à ce moment-là. Ce n'est cependant qu'une partie des comptes qui ont été vidés. Plusieurs clients ont leurs fonds encore intacts. À ce moment,
Bitfinex décide que ce n'est pas juste pour les victimes et décide de prendre une partie de l'argent des clients qui n'ont pas été touchés pour le donner aux victimes, ce qui serait évidemment complètement illégal si les échanges étaient contrôlés. Le résultat est que chaque client se retrouve avec une perte de 36% de ses investissements. Évidemment, personne n'est satisfait de la situation, surtout les clients qui n'ont pas été touchés par le vol. Bitfinex offre une récompense pour le retour des bitcoins volés, mais évidemment en pure perte. Pour calmer ses investisseurs et les convaincre de ne pas partir, Bitfinex décide de créer une nouvelle monnaie, les jetons BFX. Chaque BFX est évalué à $1 US et chaque client reçoit un BFX pour chaque dollar qu'il a perdu. Bitfinex promet qu'ils vont tous être achetés à plus ou moins long terme, avec de la vraie argent. Mais notez que ce jeton ne vaut rien en fait. Bitfinex l'a créé de toutes pièces pour donner l'impression qu'il remboursait ses clients. Malheureusement pour eux, l'idée qu'un échange puisse créer sa propre monnaie à partir de rien et s'en servir pour rembourser ses dettes reçoit énormément de critiques de la part d'à peu près tout le monde. Pour les faire taire, Bitfinex décide de racheter le jeton BFX avec une autre crypto-monnaie qui existait déjà à ce moment-là, mais qui était très peu utilisée, le Tether. Ce jeton est généré par une firme qui s'appelle Tethers Limited. Chaque Tether vaut aussi environ $1 US et plus important, est supposé être supporté par $1 américain dans un compte de banque de la compagnie. Comme ça, si les gens décident de se faire rembourser leur Tether en argent, Tethers Limited ne devrait avoir aucun problème à le faire. Malheureusement, tout n'est pas aussi rose. Premier hic, bien qu'étant des compagnies distinctes, Tethers Limited et Bitfinex ont en fait la même compagnie mère, donc l'indépendance entre les deux compagnies est inexistante. Deuxièmement, il est clairement exprimé dans les conditions d'utilisation de Tethers que la compagnie n'a pas à l'échanger contre des dollars américains, même si vous lui en faites la demande. Donc, si vous voulez recevoir la valeur de vos Tethers en argent, vous devrez acheter d'autres crypto-monnaies avec, comme Bitcoin, que vous échangerez ensuite contre de l'argent. Mais c'est encore plus complexe que ça, car en 2017, Bitfinex, où la grande majorité des Tethers est utilisée, annonce qu'elle ne peut plus permettre à ses clients de retirer des fonds en dollars américains, car Wells Fargo, la seule compagnie qui lui permettait de le faire, a décidé de les laisser tomber. Bitfinex et Tethers Limited ont tenté de poursuivre Wells Fargo, mais ont retiré leur plainte car elle était sans fondement. Peu après, Bitfinex annonce qu'elle ne peut plus faire de transit international avec sa banque taïwanaise. Qu'est-ce que ça veut dire pour le client? Eh bien, s'il veut récupérer son argent, il doit premièrement convertir ses Tethers en Bitcoin, puis les transférer dans un autre échange d'où il pourra peut-être la retirer. Et pour chacune de ces transactions, il devra évidemment payer des frais. Mais tout ça n'est que la pointe de l'iceberg, il y a pire. Au début 2017, environ 6 millions de Tethers sont en circulation. Mais souvenez-vous que pour chaque Tether, Tethers Limited est supposé avoir $1 en banque pour le soutenir. Plusieurs se demandent si c'est vraiment le cas et demandent un audit des comptes. Tethers refuse au début, mais finit par céder. Un audit est fait par une firme externe, Friedman LLP, qui dit n'avoir rien trouvé d'anormal. Tethers crie victoire et commence à clamer son innocence. Sauf que Friedman fait ensuite savoir que ce qu'elle a fait n'était pas vraiment un audit, mais bien une simple vérification de routine. Oui, il y avait suffisamment d'argent dans les comptes qui lui ont été présentés, mais rien ne garantissait qu'il était là comme réserve pour les Tethers. De plus, les comptes n'appartenaient même pas à la compagnie. Qu'à cela ne tienne, Tethers Limited change ses termes de service pour indiquer que chaque Tether est supporté par $1 américain ou tout autre actif à qui l'on peut attribuer une valeur en dollars américains. Oui, Tethers supporte donc sa crypto-monnaie bidon avec d'autres crypto-monnaies bidons, comme Bitcoin. Du vent qui supporte du vent. Comme c'est créatif, ça me donne des frissons dans le dos. De plus, le 27 janvier dernier, Bitfinex a annoncé que sa relation avec Friedman LLP avait été rompue à cause du travail exhaustif qu'aurait nécessité un vrai audit. Selon Bitfinex, la procédure très détaillée utilisée par Friedman pour quelque chose d'aussi simple que Tethers montre qu'un audit ne pourrait être complété dans un délai acceptable. Comme Tethers est la première crypto-compagnie à subir ce processus pour atteindre ce niveau de transparence, il n'y a aucun précédent pour le guider, ni aucune référence contre laquelle on peut mesurer son succès. Mais tout ça, c'est du vent pur et simple. Si les livres sont clairs et bien tenus, un audit serait très simple et très rapide à faire, et on imagine que Friedman LLP en a fait déjà des milliers. Aussi, Bitfinex n'est pas la première compagnie de crypto-monnaie à être auditée. Au moins 6 compagnies le sont à chaque année au Canada et aux États-Unis. Quant à l'idée qu'il n'y ait pas de référence, que fait-on des milliers d'audits que font chaque année les institutions bancaires, les firmes de financement,
les marchés financiers, etc., ou même les 6 firmes dont nous venons juste de parler. Ah, mais ne vous inquiétez pas, car Zhao Dong, une vedette chinoise de Bitcoin, dont personne ici n'avait jamais entendu parler, a confirmé le 21 janvier que Tethers Limited avait bien 3 milliards de dollars américains dans ses coffres. Preuve? Quelle preuve? C'est quoi ça, une preuve? Je vous jure qu'en tant que millionnaire Bitcoin, je suis tout à fait impartial. Et c'est vraiment curieux de voir des sites de crypto, comme celui sur lequel j'ai trouvé cette information, prendre ça pour du cash. Ils auraient dû prendre ça pour des Tethers au moins pour rester consistant. Vous pensez que c'est tout? Ben voyons. Avec la nouvelle clause du contrat de service, Tethers Limited et Bitfinex réalisent qu'ils viennent de trouver une méthode sans faille pour faire une tonne d'argent et manipuler le marché. Comment? En créant des Tethers à leur gré. Comme ils ont le plein contrôle sur leur monnaie, ils peuvent en créer n'importe quand et en n'importe quel nombre. Alors ils en créent 1 million, puis 10, puis 25, puis 50, et maintenant ils y vont à coût de 100 millions de Tethers à la fois. Avec ces jetons créés de nulle part, ils achètent des bitcoins et autres altcoins sur Bitfinex et se servent de cette nouvelle monnaie pour supporter les millions de Tethers qu'elle vient juste de mettre en circulation. Un vrai miracle de mouvement perpétuel. Évidemment, dans tout marché sérieux, une situation comme celle-ci serait complètement illégale, l'échange fermé instantanément et mis en accusation pour fraude, mais malheureusement, personne ne sait exactement où se trouve le bureau de Bitfinex, ni qui sont les propriétaires. Tout ce qu'on sait est qu'ils font affaire avec une banque de Taïwan et de Pologne. Mais quand même, devant une situation comme celle-là, c'est sûr que les clients de Bitfinex vont aller ailleurs, hein? Ben non. En fait, la situation de Bitfinex est actuellement acceptée par une partie de la communauté, car les achats de Bitcoin qu'il fait à partir des Tethers créés fait monter le cours du Bitcoin. En effet, comme créer des Tethers ne coûte absolument rien à Bitfinex et qu'il peut en créer à volonté, rien ne l'empêche de faire une offre d'achat supérieure au marché, ce qui leur permet d'acheter tous les bitcoins qu'ils désirent sur son échange. Ces transactions font donc monter le cours du bitcoin. Cette tactique était au départ tellement efficace que Bitfinex ne s'en cachait même plus et s'est mis à créer de nouveaux Tethers à coût de centaines de millions. De 6 millions de Tethers en janvier 2017, nous sommes passés à plus de 2 milliards 225 millions le 28 janvier 2017. Étrangement, toute cette nouvelle monnaie a été imprimée alors que le cours du Bitcoin était en baisse et évidemment provoqué une remontée du prix. Par contre, plus cette tactique est utilisée, plus le marché devient résistant à cette fausse prospérité. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé avec le crash des 15 et 16 janvier dernier. À ce moment, Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies ont perdu environ 45% de leur valeur en 24 heures, passant de 14 500 à environ 9 000 $. Pour contrer ce mouvement, Tethers Limited a généré 100 millions de nouveaux Ethers les 15, 16, 17, 18, 19 et 23 janvier. En fait, en janvier 2018 seulement, plus de 750 millions de Tethers ont été créés de toutes pièces, en plein crash. Mais malgré tout cet influx d'argent, en date du 5 février, le cours de Bitcoin était à peine de 7 500 $. Mais si Bitfinex achète tous ces bitcoins, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leurs bitcoins contre des Tethers. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des gens qui utilisent les Tethers comme des dollars américains. Avec sa valeur accrochée au dollar, ils l'utilisent comme l'équivalent d'argent comptant, mais sans tout le trouble de passer par une banque. Si jamais ces gens ont besoin plus tard d'échanger les Tethers contre de l'argent, ils peuvent les transférer sur Kraken, le seul échange qui permet la conversion de Tethers en dollars américains. Ou ils peuvent acheter d'autres crypto-monnaies qui peuvent ensuite être converties en dollars. Évidemment, cette tour de Babel va s'écrouler du moment que le marché perdra confiance envers les Tethers. À ce moment, les possesseurs vont demander à Bitfinex de les échanger contre des dollars américains qu'elle est supposée avoir en garantie. Elle ne pourra évidemment pas le faire puisqu'elle n'a certainement pas 2,225 milliards de dollars américains dans ses coffres. Et là, ce sera la panique. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, à partir du 18 janvier 2018, aucun Tether ne pourra être émis à des sujets américains. Et tout cela ne serait pas complet sans une bonne vieille dose d'intimidation. Même parmi les crypto-enthousiastes, les manœuvres frauduleuses de Bitfinex ont soulevé l'ire de plusieurs. Une personne en particulier a créé un compte Twitter anonyme appelé Bitfinext et publie à chaque jour toutes les actions répréhensibles de cette compagnie. Assez qu'en décembre 2017, Bitfinex a annoncé avoir engagé une firme d'avocats dans le but de poursuivre en justice tous ses détracteurs, dont Bitfinex. La communauté a presque unanimement condamné Bitfinex pour son action et plusieurs ont même donné de la crypto-monnaie à Bitfinex pour l'aider à sa défense. Un organisme pour la liberté d'expression a également souligné qu'elle défendra vigoureusement Bitfinex contre toute tentative de bâillon. Mais finalement, il se peut que le vent soit en train de tourner.
Le 6 décembre dernier, la US Commodity Futures Trading Commission a émis des subpoenas pour examiner les comptes de Bitfinex et Tethers Limited. Mais pas de problème, car depuis ce temps-là, Bitfinex n'a eu aucune nouvelle de la CFTC, alors tout est réglé, c'est sûr, hein? Après tout, nous savons tous que les enquêtes de ce genre prennent moins de 2 mois pour se compléter. Wow, on est maintenant rendu à la fin de cet épisode. Enfin! Mais ce ne sera pas la fin de notre aventure dans le monde des crypto-monnaies. Comme vous avez pu voir, il s'en passe des choses en un seul mois. Ce que je me propose de faire donc est d'écrire un article par mois sur mon blog spss.wordpress.com pour vous tenir à jour sur ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Autrement dit, juste vous rapporter les nouvelles du dernier mois. Je n'irai pas nécessairement plus en détail que ça. En ce qui concerne le podcast, par exemple, ça en est fini pour le moment, à moins que quelque chose de majeur n'intervienne. Dans un futur proche, on va revenir dans le monde de la pseudoscience, probablement avec un épisode sur le thème de la nutrition, et où j'aborderai sûrement la nouvelle stupidité en direct de Silicon Valley, l'eau crue. Et j'aurai probablement une nouvelle à vous annoncer si tout va bien. À la prochaine.